Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10 dans un premier temps, le journal local et régional et à 19h, une édition spéciale avec Yves Boisset qui recevra le préfet Alexandre Rochat, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2020 et l'on débute avec la traditionnelle revue mensuelle du prix des produits pétroliers. Le gasoil route, lui, perd 5 centimes et vous coûtera donc 1,09 €. Les conducteurs de voitures sans plomb, eux, sont moins chanceux et accusent une augmentation de 1 centime, soit 1,33 € le litre. Le gaz, lui, s'envole avec une hausse de 1,01 €. La bouteille passe de 18,38 € à 19,39 €. Et on enchaîne avec le nouveau point épidémiologique de l'Agence régionale de santé et de la préfecture qui révèle des données encourageantes. Pour la semaine du 21 au 27 septembre, les autorités font état d'un taux d'incidence en baisse chez les moins de 60 ans. Idem pour le taux de reproduction qui passe en dessous de 1 et est fixé à 0,92. On a également un taux de positivité qui est relativement stable en ce moment. Mais pour autant, le préfet n'entend pas baisser sa garde en maintenant les mesures de restriction, notamment sur les restaurants et bars, mais aussi en poursuivant les investigations sur 7 clusters dont la plupart se situeraient dans le milieu familial. 15 personnes sont décédées, mais toutes étaient sujettes à des comorbidités. On l'écoute. Nous avons eu 1048 cas nouveaux pour la semaine du 21 au 27 septembre, ce qui fait que nous avons une certaine stabilisation de l'épidémie, mais la stabilisation est à haut niveau puisque 1000 cas pour la semaine, c'est évidemment toujours beaucoup, en proportion bien sûr de notre population. Mais les indicateurs semblent montrer plutôt un frémissement vers la stabilisation, voire une légère diminution avec un taux d'incidence qui est passé de environ 300 à 278 ces derniers jours, avec un taux de positivité qui reste stable aux environs de 22%. Et en revanche, un taux de reproduction qui est passé légèrement en dessous de 1 à 0,92. Et ça, c'est évidemment un signe important parce que peut-être qu'on pourrait commencer à diminuer le nombre de cas dans la semaine. Oui, alors ils sont encourageants parce qu'on a une stabilité qu'on voit sur les cas généraux. Donc cette stabilité, elle est bien, mais évidemment, ça n'est pas suffisant du tout. On est à plus de 1000 cas quand même positifs par semaine, c'est-à-dire qu'on est sur un plateau très très élevé. Toutes les semaines, on a 1000 personnes de plus qui sont contaminées. Parmi ces personnes contaminées, on a des personnes qui sont avec des symptômes. Et parmi les gens qui ont des symptômes, on a des gens qui sont dans des situations d'autres pathologies et qui se retrouvent sur les lits de réanimation. Donc en fait, le sujet, c'est encourageant, mais pas encore rassurant. Et il faut justement qu'on continue cette prise en compte de l'ensemble des mesures qu'on a faites, cette responsabilisation des Guadeloupéennes et Guadeloupéens, pour que dans 2 semaines, on puisse mesurer réellement un effet positif. Les hôpitaux sont sous tension et restent sous tension importante parce que les patients hospitalisés pour le Covid-19 sont des patients qui restent longtemps à l'hôpital, environ 3 semaines, et donc forcément il y a un effet de masse importante de patients avec des entrées nouvelles et des sorties qui sont encore inférieures aux entrées. Donc il y a une tension et c'est pour ça que nous montons bien sûr les capacités et que nous les adaptons en fonction du besoin. Le ministre de la Santé l'a dit, les mesures qu'on prend là, on est en zone d'alerte maximale. L'étape suivante, c'est l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire une capacité qui sera donnée d'aller beaucoup plus loin en matière de restriction des allées et venues des uns et des autres. Si on n'arrive pas à juguler le taux d'incidence chez les personnes âgées et les personnes fragiles, et si le taux de pression de l'hôpital continue à rester aussi élevé avec une augmentation, on sera obligé de prendre ces mesures, y compris avant la fin des 15 jours de la zone d'alerte maximale. Oui, malheureusement, nous déplorons 15 décès pour cette semaine, dont un peu moins de la moitié en réanimation et les autres personnes en dehors de la réanimation parce que ils sont arrivés en étant vraiment dans une situation qui était très, très grave et le temps de les transférer, ils sont décédés. Mais c'était des personnes qui en moyenne avaient pour les hommes 76 ans, pour les femmes 78 ans et tous
tous malheureusement avec d'autres maladies chroniques qui les avaient affaiblis. Et donc voilà. Je dois dire aussi que bien sûr il y a des décès et nous les déplorons profondément, mais la réanimation a permis cette semaine à 13 personnes de sortir de réanimation en voie de guérison en médecine. Donc, vous avez compris, quand même 13 personnes sont sorties de la réanimation en voie de guérison. C'est en tout cas une bonne nouvelle. Et afin de renforcer l'accompagnement des familles, eh bien, la ville de Sainte-Anne et la CAF ont signé une convention territoriale globale. Plus de précisions dans le reportage. Ce matin, en arrivant, il y avait un barrage qui a été mis en place par l'UGTG. Et donc de suite on s'est rendu sur place, savoir la raison de ce barrage, puisque la ville était bloquée, l'accès à la mairie était bloqué, donc c'est un courrier qui depuis juillet sollicitait un certain nombre de pièces et l'UGTG sollicitait une rencontre qu'ils avaient demandé à ce que cette réunion ait lieu le 15 septembre, enfin mi-septembre. Bon, on a pris un peu de retard, ce qu'on leur a proposé c'est que dans la matinée on leur fournisse l'ensemble des pièces souhaitées. Et nous avons convenu d'une date de réunion qui sera début octobre. Et dès que les pièces leur ont été fournies, comme demandé dans leurs revendications, le barrage a été levé. Par contre, j'ai insisté en disant que moi, maire de Basse-Terre, je ne vous transmets que les pièces que j'ai réglementairement le droit de vous transmettre. Et il s'avère que les pièces demandées répondaient à ces critères et nous avons donc transmis à l'UGTG les pièces demandées. Ça s'est terminé de suite à 13h, le barrage a été levé et nous avons un rendez-vous le 7 octobre pour une réunion de travail avec l'UGTG. Désolé, légère petite inversion dans les sujets. On vient de voir effectivement la réaction d'André Atala, maire de la ville de Basse-Terre, suite au débrayage du syndicat UGTG au sein de la municipalité. Et là, on va parler de la Chambre des métiers et d'artisanat, puisque malgré les attaques et autres tentatives de déstabilisation de ses opposants, le président de la Chambre des métiers poursuit ses visites auprès de ses mandants. L'objectif reste le même, inciter les professionnels à recruter des apprentis et réaffirmer le soutien de la Chambre consulaire pendant cette période de crise. Sur les 1500 places disponibles au sein du centre de formation, seuls 400 jeunes y sont inscrits pour l'instant. C'est vraiment peu. Le reportage. On fait notre assemblée générale hier et que l'opposition a demandé une motion. Bon, nous l'avons validée, même si nous savons que ça va être caduc, tout en sachant que le président que je suis ne peut pas prendre position pour une dissolution du bureau. C'est le rôle de la tutelle. Donc ça sera l'État, la préfecture qui prendra cette décision. Sachez que nous continuons toujours à travailler pour nos artisans. Nous sommes à l'écoute des artisans et aujourd'hui nous sommes à Basse-Terre pour justement répondre à la demande des artisans que nous allons rencontrer, faire passer le message de la Chambre des métiers et surtout dire à ces artisans de prendre des apprentis pour vraiment remplir ce CFA afin que nos jeunes soient formés en Guadeloupe. Et ça fait plaisir parce que ça fait savoir que nous ne sommes pas oubliés, parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu ce genre de truc, mais bon, vous savez que les années ça change et les esprits aussi ça change, donc bon, c'est une bonne chose et ça ne se fait pas tous les jours, mais bon voilà quoi, donc on a un soutien, on sent qu'on est accompagné, donc on essaie de faire l'effort et on va voir qu'est-ce que ça donne au fur et à mesure, donc ça nous donne des idées aussi à vouloir faire les choses. Depuis 10 mois que je suis président de la Chambre des métiers et depuis 10 mois je m'attelle à justement à aller à l'encontre des artisans pour leur dire que trop c'est trop. Nous avons un CFA qui a une capacité de 1500 places, qu'aujourd'hui nous sommes à peine à 400 jeunes, ce n'est pas normal. Donc le but aujourd'hui c'est de faire comprendre aux entreprises de jouer le jeu. Surtout l'État nous accompagne aujourd'hui dans l'apprentissage en donnant une aide à hauteur de 5 000 € pour un jeune de 16 ans et 8 000 € pour les jeunes de 18 ans et plus pour une année. Donc nous devons tous jouer le jeu pour remplir ce CFA. Et le président que je suis, je me battrai jusqu'au bout pour faire passer ce message, aller à la rencontre des artisans, des entreprises, pour qu'ils prennent des jeunes Guadeloupéens, former nos enfants, former des entreprises de demain et des artisans de demain. On continue à former les jeunes. Voilà, on n'est pas là à 100% pour gagner de l'argent parce qu'on a des jeunes chez nous. On est là pour les former, pour faire les jeunes aussi s'adapter pour demain, qu'il y ait un boulot, savoir travailler sur une voiture et tout. Donc voilà.
C'est ça ma motivation et je le ferai jusqu'au bout avec les élus qui m'accompagnent. Je ne suis pas là pour entrer dans des polémiques. Depuis 10 mois, je sais que très bien, effectivement, je n'ai pas une majorité de travail depuis le début, on le savait. Mais sachez qu'aujourd'hui, ma motivation est intacte pour former des Guadeloupéens, former des apprentis et que les entreprises et les artisans voient des jours meilleurs demain matin. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, on part du côté de Sainte-Anne pour la signature de conventions de territoriales globales entre la ville de Sainte-Anne donc, et la caisse d'allocation familiale. D'abord, l'aboutissement de travail très long. Quand je dis très long, ça fait une année quand même que nous travaillons sur ce projet. Donc je voudrais remercier la caisse d'allocation familiale et toutes les équipes d'ailleurs qui se sont investies dans le cadre du comité de pilotage, mais aussi l'ensemble de nos équipes. Alors c'est simplement, l'objectif c'est de mutualiser l'ensemble des moyens et des actions qui sont menées sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des actions que nous menions tout naturellement à travers le CCAS, à travers nos associations, dans cette trilogie de l'éducation familiale, de l'éducation scolaire et aussi de l'éducation populaire. Mais aujourd'hui, avec cette convention territoriale globale, la CAF vient bien évidemment renforcer et mutualiser l'ensemble de ces actions pour l'accès aux droits des familles, pour accompagner les familles, mais aussi pour nous permettre d'avoir plus de moyens. Sainte-Anne, c'est une commune avec qui on a commencé à travailler depuis maintenant une année. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail collectif, je l'ai dit dans mon discours, d'une co-construction entre les équipes de la mairie et les équipes de la CAF afin de faire aboutir un projet qui est important pour la population sainte-annaise et au niveau du social, c'est-à-dire être au plus près de la population. Le CTG qu'on doit signer, si possible, avec l'ensemble des communes, justement, c'est l'outil qui nous permet deux choses, d'être proche des allocataires, d'éviter qu'ils viennent faire la queue devant nos centres, et effectivement que cette politique soit conçue et mise en œuvre avec le territoire, donc avec la commune concernée. C'est de plus en plus notre politique. Nous recevons de moins en moins dans nos accueils et dans notre centre, mais nous venons vers les allocataires, vers ceux qui ont besoin. La CTG, pour nous, nous permet de montrer que nous ne sommes pas qu'une caisse, que nous pouvons aussi offrir des services aux personnes. Et là, je précise bien les personnes et non pas forcément nos allocataires traditionnels, puisque la CTG vise à couvrir l'ensemble des populations d'un territoire donné. Donc véritablement, nous sommes très heureux. Je crois que nous sommes la 3e commune à pouvoir signer cette convention et qui nous permettra d'aller encore plus loin dans l'animation sociale de notre territoire à travers après un diagnostic d'un véritable projet social de territoire. Voilà. En collaboration avec le SDIS de Seine-Maritime, 15 sapeurs-pompiers de Guadeloupe se sont formés aujourd'hui au pilotage de drones. Ces petits bijoux de technologie pourront faciliter leurs opérations de recherche. Regardez. Une formation qui est le fruit d'une collaboration entre nos deux SDIS, le SDIS 76 et le SDIS de la Guadeloupe. Ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur le dossier. On a aidé en fait le SDIS de la Guadeloupe à mettre en place une équipe de télépilotes après notre expérience personnelle dans notre SDIS. Donc la formation consiste à former une dizaine de télépilotes de la Guadeloupe et identifier des futurs formateurs pour qu'après ils soient autonomes dans leur formation et dans le développement de leur activité. On a un Phantom 4 qui lui est équipé d'une caméra classique avec un zoom x2 qui permet de faire des reconnaissances sur les interventions, un appareil capable de monter à 150 mètres d'altitude. Le deuxième appareil est un Mavic Dual Enterprise qui lui est équipé d'une caméra thermique qui lui a sa mission plus particulièrement pour les incendies et les recherches de personnes avec cette caméra. Cette unité a porté ses fruits chez nous. Nous, ça fait 3 ans, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est dans l'activité. On a eu des interventions particulières, notamment l'intervention de Lubrizol il y a 1 an, sur lesquelles les drones ont été déployés et dont les images ont été distribuées dans la presse. On les a vues un peu partout. Alors ça ne sert pas qu'à de l'image, on est bien d'accord, ça sert surtout à de la reconnaissance, la sécurité du personnel, l'identification de produits. On a des caméras thermiques maintenant qui sont directement sur les drones
et on peut faire du crochet de largage pour larguer du matériel, larguer des filins pour les équipes spécialisées. On est vraiment au début du développement du drone pour les sapeurs-pompiers. Là actuellement ils sont en train de faire de la maniabilité, la prise en main de l'appareil, des commandes, des options de cet appareil, les différents réglages d'altitude, de distance horizontale, tous les paramètres pour travailler en sécurité avec ce drone. L'atelier Mavic est différent de par déjà sa conception, c'est un drone qui est beaucoup plus bas, beaucoup plus fin, beaucoup plus discret. C'est un drone qui est très réactif, il est à peu près sensible au vent. La différence qu'il va avoir, c'est qu'on peut l'équiper donc d'un crochet de largage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit crochet de largage qui va permettre de larguer une charge entre 400 et 600 grammes. Pour une utilité particulière, ça peut être en Guadeloupe, on peut imaginer une bouée de sauvetage, on peut imaginer un téléphone pour une personne qui est perdue, isolée. On a encore vraiment plein d'activités à développer et le Mavic est vraiment spécifique pour ça. Formation très intéressante, on a la chance d'avoir des formateurs qui ont une expérience déjà depuis plusieurs années, du SDIS 76, et concrètement on fait un petit peu de théorie mais surtout beaucoup de pratique, parce que le but de cette formation c'est de pratiquer et d'obtenir toutes les bons réflexes en fait à avoir pour travailler en sécurité. C'est la base, c'est de connaître l'appareil vraiment dans toutes ses capacités pour justement ensuite être amené à intervenir dans de bonnes circonstances et surtout en sécurité. Et à l'heure où la pratique sportive en club est interdite, eh bien certains pourront continuer les entraînements comme c'est le cas pour la Ligue de tennis. On vous explique pourquoi. On est dans la phase de recrutement. Donc effectivement, c'est le lancement, c'est pour ça que vous avons convié dans cette conférence de presse. Nous voulions déjà que la population soit au courant que l'association est présente maintenant en Guadeloupe. C'est vrai qu'elle était présente dans l'Hexagone depuis 1946. Là, on a attendu jusqu'en 2020 pour être présent ici. Le but, c'est vraiment de pouvoir aider nos aînés qui sont isolés. Et donc, la première phase, en fait, va être le recrutement des bénévoles, d'où mon appel au niveau des médias pour que le maximum de bénévoles puissent venir nous contacter, ceux qui ont envie de travailler avec les aînés, ceux qui ont envie de venir les visiter et ne pas les laisser isolés. Alors je vous invite à venir nous voir, à nous contacter. Ensuite, la deuxième phase va être au niveau des différents bénévoles, voir un peu où ils sont dans leur commune et en fonction des différentes communes, créer des petits groupes, des petites cellules de bénévoles dans chaque commune, ce qui va nous permettre de travailler vraiment à partir de chaque commune où sont basés les bénévoles. Parce qu'on s'arrange quand même pour qu'un bénévole qui est situé au niveau de Basse-Terre ou de Trois-Rivières n'aille pas à Sainte-Anne par exemple. Il reste vraiment à Trois-Rivières ou à Basse-Terre. Donc c'est la même chose pour ceux qui sont à Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes, etc. Donc le but c'est que dans chacune des communes, là où on a des bénévoles, qu'ils lèvent aussi un autre petit groupe de bénévoles de 4 ou 5 et qu'ils puissent œuvrer dans leur commune. Les petits frères des pauvres, effectivement, ont répondu à l'appel de 2 personnes qui ont découvert l'association et qui ont envie de s'engager dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc en Martinique, c'est Guylaine, ici c'est Muriel. Et donc l'idée, c'est de les soutenir dans la création de cette équipe, comme dans d'autres départements de l'Hexagone. Donc c'est les soutenir, c'est de voir avec elles comment on peut commencer. On a plusieurs rencontres, donc on va rencontrer le CCAS de Pointe-à-Pitre demain. Voilà, on vous rencontre, vous, les médias, parce que c'est important. Il faut recruter des bénévoles, accueillir des citoyens qui ont envie de s'engager dans cette lutte contre l'isolement des aînés. L'objectif, c'est de recréer des liens avec les aînés les plus isolés, qui n'ont plus du tout de relation. Voilà, et donc on est là pour soutenir et accompagner ce développement. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, une édition spéciale. Ce soir, Yves Boisset recevra le préfet de région, Alexandre Rochat. Et à 20h, elle recevra Monsieur Pioche,
ex-maire de la Désirade, sur cette affaire de proxénétisme. Au cas où vous ne le savez pas, il a été accusé à tort sur les réseaux d'avoir été interpellé en début de semaine pour effectivement un trafic de prostitution. Donc il viendra s'expliquer sur le plateau. Ce sera à 20h et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir à Eluc Saint-Mathieu, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Franck Abar, monsieur Abar qui nous interpelle notamment visiblement sur des cas de contamination probable au lycée de Bainbridge. On ira jeter un œil là-bas. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, j'espère que tu vas bien Jimmy. Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Les Réfugiés Poétiques. Les Réfugiés Poétiques qui commentent pas mal l'actualité, j'apprécie même beaucoup. Bonsoir à Josiane Jaria. Bonsoir à Cécile Mimiette. Bonsoir à Fabien Nebo. Bonsoir à Bordé Yannick, j'espère que tu vas bien Yannick. Bonsoir. À qui d'autre? Bonsoir à Tati Véronique, je te fais des gros bisous. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir et ce sera tout pour ce soir. On se retrouve après la pub.